Alors pour cette vidéo, je vous propose de découvrir quelque chose de petit, d'inconnu un peu. C'est la maison du vétéran. C'est quelque chose qu'on voit dans les villes, particulièrement à Montréal, mais aussi dans d'autres endroits au Québec, dans les villes. Il faut se rapporter dans les années 20, dans les années 30, où on va se retrouver avec, comme je disais, dans les villes, avec une crise du logement. La crise économique de 1929 va créer un ralentissement économique, donc il y aura moins de construction, ou peu ou pas de construction domiciliaire. Et on se retrouve avec des mouvements squatteurs dans les villes. On habite des bâtiments qui ne sont pas nécessairement destinés à l'habitation ou des familles qui cohabitent avec d'autres dans des logements. C'est quelque chose qu'on retrouvait. On s'entasse dans des lieux souvent qui sont insalubres, sont délabrés. Donc, il y a une crise du logement à l'époque. Et la Deuxième Guerre mondiale aussi qui arrive va amener un rationnement de plusieurs items, dont des matériaux qui servent à la construction de maisons. Donc, la crise du logement va se poursuivre jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, En général, Montréal, dans les années 40 et même un peu avant, là, c'est une ville de locataires. En 1941, Toronto, 42 les gens sont propriétaires. Montréal, c'est 11. Donc, il y a vraiment une réalité qui est différente au Canada quand on compare ça avec Montréal. Euh, Au Québec, on va retrouver des organisations qui vont diffuser à partir des années 40 une doctrine sociale catholique. Vous savez, suite à la révolution industrielle, l'urbanisation des villes, on va se rendre compte que le capitalisme sauvage va amener des excès et ça va donner naissance à des gens qui contestent le monde ouvrier, les mouvements de gauche, socialisme, communisme, toutes sortes de contestations, de nouvelles idées, de réformer la société. Mais il y a des mouvements conservateurs, catholiques, qui vont s'octroyer comme un rôle social. Il faut couper l'herbe sous le pied de ces mouvements de gauche contestataires pour dire que l'élite a un rôle à jouer. Donc, la Ligue ouvrière catholique, c'est une organisation qui est intéressante à connaître, qui va mener un combat pour dénoncer les mauvaises conditions. Donc, on dénote les mêmes problèmes sociaux que les gens de gauche, mais on va suggérer d'autres solutions. Alors, par exemple, on va suggérer qu'il faut avoir une maison. L'assise d'une bonne société, souvent, c'est le noyau familial. Alors, le pape Pie XII, il disait à chaque famille, sa maison. Je ne sais pas s'il le faisait avec cet accent jésuite, mais c'était quelque chose que l'Action sociale catholique faisait. On considère le logement familial, on considère le logement familial, la maisonnée, comme un indice de mesure de moralité publique. La maison, c'est un outil pour structurer la vie au quotidien. La configuration de la maison peut favoriser une morale chrétienne et on utilise des arguments d'hygiénistes réformistes de la fin du 19e siècle qui prétendaient que l'environnement physique immédiat influence les mœurs individuelles et familiales. À chaque famille, sa maison est un élément central à la lutte à la subversion socialiste et communiste, rien de moins, tout en s'opposant et en prônant une rupture avec l'excès du capitalisme sauvage. Les hygiénistes et les moralistes propagent l'idée que les escaliers, les ascenseurs, les halls communs, puis les buanderies sont des lieux de promiscuité néfastes à la moralité. Ils sont des nids de diffusion d'idées subversives. La Ligue ouvrière catholique, c'est un mouvement d'action sociale catholique visant à relever la moralité de la famille ouvrière tout en tentant d'améliorer ses conditions de vie. Il s'agit d'un mouvement social familial et communautaire qui refuse quand même les programmes gouvernementaux, donc l'intervention de l'État, et refuse d'intégrer l'État-providence. La Ligue ouvrière joue un rôle central sur les pressions faites quand même auprès des gouvernements et des municipalités afin qu'on accorde des crédits à l'habitation, de faciliter la construction domiciliaire de maisons unifamiliales. La Ligue ouvrière fait la promotion des projets coopératifs d'habitation. On utilise des slogans qui vont marquer l'imaginaire, tels que, comme j'ai déjà dit, à chaque famille, sa maison, la meilleure arme contre le communisme, l'espace vital. Alors, vous savez,
il y a des projets d'habitation à Montréal comme le domaine Saint-Sulpice dans le quartier antique ou la coopérative d'habitation dans Saint-Léonard. C'est des choses qui vont suivre la période des maisons de vétérans des années 40 et 50. On va voir des projets de coopérative d'habitation qui ont quand même toujours la même motivation, la même présence de groupes conservateurs, catholiques, mais réformistes quand même. En 1939, pour faire un portrait un peu de la situation à Montréal, on juge qu'il manque 35 000 logements. Ça ne s'améliore pas en 1943. Il y a 50 000 logements qui manqueraient. En 1960, en 1940, 1945, on juge que plus ou moins 65 000 personnes viennent s'installer à Montréal pour travailler dans les usines d'armement. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans les villes, on voit beaucoup d'usines ou qui se transforment en production de guerre ou des usines qui sont créées de toutes pièces pour faire de la production de guerre. Alors, beaucoup de gens viennent en ville pour travailler dans ces usines-là. Alors, il y a un manque de logement, donc la situation devient compliquée. En 1950, on juge que le manque de logement est rendu à 60 000. Alors, ça s'aggrave. La Ligue ouvrière catholique va associer le monde ouvrier à plusieurs problèmes sociaux qui s'en suivent, comme des problèmes d'hygiène, de criminalité, de délinquance. Alors, le problème de manque de logement, c'est pas dans le logement ouvrier. On va pousser pour la maison unifamiliale pour les nouvelles constructions. Alors, c'est l'intervention quand même de l'État, malgré que la Ligue ouvrière catholique est un peu pas trop chaud à l'idée de voir l'État intervenir. Le gouvernement fédéral va créer en 1941 le Wartime Housing. C'est un projet de gouvernement pour créer des maisons qui se bâtissent rapidement, à peu de coûts, pour accueillir les gens qui vont travailler dans les usines de production de guerre. Alors, au début, les municipalités sont réticentes, mais éventuellement, le problème de logement, de loger une population est criant. Alors, la Ville de Montréal, quand même, va modifier le zonage pour favoriser ces constructions-là. On voit quelques images, comme par exemple à gauche, en haut, là, ici, là. C'est à Ville-Saint-Laurent. C'est le quartier Saint-Laurent maintenant. Ce qu'on appelle Norvic, qui est une contraction des deux compagnies, Nordion et La Véqueuse, se sont installés où il y avait l'aéroport de Cartierville pour de la production de guerre. Fait que c'est vraiment un quartier juste de maisons de vétérans à découvrir. Alors, c'est des choses qu'on va voir aussi ailleurs qu'à Montréal. Là. Ici, c'est à Arvida. Donc, on sort de Montréal pas mal. Donc, on voit des maisons se construire avec des matériaux qui coûtent pas cher, avec du matériau préfabriqué, des pièces préfabriquées. Alors, ça se fait assez rapidement. Là, on est près de Ville-et-Mort, Côte-Saint-Paul. On est près du canal de la Chine. On peut voir à l'écran, ici, quand j'agite ma souris, on voit qu'il y a tout un pâté qui a poussé rapidement ici et c'est des bâtiments relativement uniformes. Alors, on va bien distinguer les maisons de vétérans ou les maisons d'ouvriers qui travaillent dans les usines de guerre. Comme à Verdun, vous aviez une ancienne usine de munitions qui est toujours présente. Je crois que c'est sur la rue de la Poudrière. Les anciennes manufactures Angus qui faisaient des locomotives, qui vont faire des tanks pendant la guerre, dont le fameux tank Valentine. Il y a une production de guerre en Amérique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, des armements, des obus, des avions, des tanks. Alors, il faut loger ces ouvriers-là. Et éventuellement, quand la guerre s'annonce à tirer vers sa fin, là, en 1944, la Wartime Housing va commencer à construire des maisons non plus pour les ouvriers, mais pour les soldats qui vont revenir de la guerre, ce qu'on va appeler les maisons de vétérans. C'est là que l'appellation va prendre pied, qui va s'installer. Sinon, on peut très bien dire que c'est des maisons d'ouvriers de guerre ou sinon les maisons de vétérans. À partir de 1946, la Wartime Housing Limited va devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Société centrale d'hypothèque et de logement, la SCHL, un organisme fédéral. Les maisons de vétérans, quand elles sont construites, souvent, c'est un contraste par rapport où elles se retrouvent, par leur petite taille, par leur un étage et demi, puis c'est un petit plan carré. Souvent, on va
voir qu'il y a une certaine similarité, mais dans les matériaux, souvent, on va les particulariser d'un propriétaire à l'autre. Alors oui, parfois, il y a une uniformité, mais les matériaux qui sont tellement, comment je peux dire, faciles à assembler, c'est du préfabriqué, alors c'est facile de personnaliser sa maison. Alors, c'est une maison carrée avec une toiture à deux versants. C'est inspiré des maisons Cape Cod, des maisons coloniales de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est souvent des maisons préfabriquées, sans fondation et des matériaux non essentiels à l'industrie de la guerre. Après la Deuxième Guerre, la SCHL poursuit la construction de ce type d'habitation. Elle va aussi offrir ses plans d'habitation à des entrepreneurs privés. Donc, on va voir après dans les années 50, une troisième vague. On va avoir les ouvriers de guerre, on va avoir les vétérans, mais là, on va construire des maisons qu'on va vendre sur le marché privé, que n'importe qui peut s'acheter. Alors, c'est pas cher, ça va rendre l'accessibilité à une propriété plus simple. Lors des années 50, donc, il y a plusieurs compagnies qui font construire de ces bâtiments-là. C'est une construction qui offre une diversité architecturale plus grande car ces propriétaires, les entrepreneurs qui en font construire, ils vont apporter des modifications d'un bâtiment à l'autre. Donc, il y a moyen de le personnaliser. Mais ce type de construction-là arrive aussi pendant une période de gestation. Le Québec est en train de se moderniser. C'est la Révolution tranquille. On s'en va d'une société traditionnelle vers la modernité. Euh, L'urbanisation et la moralité, on n'a pas toujours pensé que c'est des sujets qui pouvaient se côtoyer, mais dans la maison unifamiliale comme la maison de vétérans, c'est le cas. Le Québec de l'avant-guerre va idéaliser un monde rural où les Canadiens français sont pas comme en ville, en bas de l'échelle, où ils sont pas aux commandes de la société et des leviers économiques. Donc, on va donc se retrouver en monde rural où c'est pas le monde matérialiste. Donc, on est dans un monde un peu plus moraliste, un peu plus religieux, un peu plus conservateur. Donc, tout ce qui est associé au monde urbain, au monde ouvrier, ben, c'était pas nécessairement quelque chose qui était bien vu chez les conservateurs et dans le monde catholique. Ces maisons apparaissent lors des années 40-50 à Montréal ou dans d'autres villes, dans d'autres espaces urbains. On va mettre en opposition la maison puis l'édifice à appartement, ce qu'on appelle la conciergerie. La maison, c'est le paradis du propriétaire et la conciergerie, c'est l'enfer du locataire. La banlieue, ben, ces maisons-là vont apparaître ce qu'on va appeler à l'époque des banlieues, hein. Alors, puis la banlieue, c'est l'alliance de la ruralité sur l'urbanité, mais sans la fébrilité puis le désordre urbain. Il y a plusieurs mouvements sociaux qui vont favoriser la maison face à la conciergerie. Ils vont scander le fameux dicton. À chaque famille, sa maison. Il s'agit d'une période de décentralisation vers les périphéries. La banlieue et la périphérie se sont agrandis éventuellement à l'extérieur de Montréal. Mais il y a des quartiers comme Huntsic, Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, Villeray, j'en passe aussi, là. C'est des banlieues où on va voir apparaître des bâtiments comme les maisons de vétérans, mais aussi des shoebox, aussi, les petites maisons comme on voit à l'écran. Ces maisons de vétérans, comme d'autres édifices résidentiels, ben, ils subissent de plein fouet la pression de la spéculation immobilière, comme d'autres. Ces maisons de vétérans, comme les autres édifices résidentiels, comme le Shoebox, par exemple, c'est des constructions qui sont humbles, petites. Fait que la tentation de les agrandir, jusqu'à parfois les dénaturer, pour ne pas dire les massacrer, ne cesse d'augmenter. Fait que ça justifie un peu une mise en valeur et une protection de ce patrimoine unique. Ces maisons qui sont habituellement d'un étage et demi, faites de composantes préfabriquées, standardisées, sont annonciatrices du futur. Le bungalow. La maison unifamiliale devient le symbole de la banlieue nord-américaine. Oui. Fait qu'en conclusion, on a vu beaucoup pousser rapidement de ces bâtiments-là qui sont faciles à construire et qui coûtent pas cher. Mais malgré la qualité simplette architecturale de ces édifices-là, c'est un témoignage d'une période où la classe ouvrière va accéder à la propriété. C'est une nouveauté. Son intérêt réside dans sa valeur historique. Plus on apprend à les connaître, plus on les apprécie, plus on les trouve belles. Pour conserver les aspects patrimoniaux, l'agrandissement doit se distinguer du bâtiment d'origine afin d'assurer sa mise en valeur.
lors d'une intervention sur la partie d'origine, les ouvertures, portes et fenêtres et les balcons peuvent être changés tant qu'ils continuent de respecter les dimensions d'origine. Alors, il y a des arrondissements comme ici, c'est des graphiques, des illustrations qui proviennent de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, où on suggère des modifications qui sont acceptables en bleu. On a le bâtiment d'origine en blanc. Alors, on peut voir que c'est des choses où on peut agrandir sans dénaturer la structure d'origine, le corps de l'édifice. Comme ça, on n'oublie pas l'édifice d'origine. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ces petites maisons-là, les maisons de vétérans, les maisons de wartime housing, c'est tout petit, c'est d'un intérêt architectural, pour dire, assez simple. C'est pas des bâtiments qui ont un grand panache, mais leur symbolisme est très important dans l'histoire du Québec, de Montréal, des villes même en Amérique du Nord, surtout au Québec, où la classe ouvrière, la classe populaire va accéder à la propriété. Et contrairement au quartier ouvrier et au logement ouvrier, on va avoir dorénavant un petit espace gazonné, un jardin. Donc, quelque chose qu'on ne connaissait pas comme mode de vie. Alors, un beau témoignage de l'histoire du Québec du début du 20e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Alors, au plaisir, allez visiter mon site web. Il y a mon calendrier de visite guidée, de conférences et d'autres activités que je fais durant toute l'année. Et voilà, au plaisir. Salut!